La procrastination. On pourrait la voir comme une maladie honteuse, un défaut de caractère qui mène une personne à remettre au lendemain ce qu'elle devrait faire au plus vite. Mais est-ce que c'est si simple, si réducteur? Comment ça fonctionne et comment s'en détacher? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, la procrastination est la capacité de différer la réalisation d'une action ou la prise de décision, ce qui est différent de l'indécision. Si on associe souvent la procrastination à la paresse, à un manque de discipline ou à un caractère faible, on pourrait nuancer cette définition en ajoutant un volet un petit peu différent. Ainsi, la procrastination serait avant tout une manière inconsciente pour la personne de se protéger. Dans certains cas, la personne pense que si elle agit, son action pourrait lui causer des problèmes plus graves que le fait de ne rien faire du tout. Voici quelques exemples de discours internes que l'on peut retrouver chez les personnes adeptes de la procrastination. Ce qui empêche l'action est souvent lié au besoin de perfection, au fait que ça doit être facile et sans effort. À la peur de l'échec, si ce n'est pas bien fait, autant ne rien faire. Si je réussis, quelqu'un d'autre sera blessé. Si je fais cette chose bien une fois, je devrais toujours bien faire. Suivre les règles de quelqu'un d'autre signifie céder et ne pas être en contrôle. Ne pas me montrer tel que je suis, sinon on risque de ne pas m'apprécier, ou pire, on risque de me rejeter. Les études sur ce sujet montrent que l'on peut déceler 5 peurs communes qui mettent ce processus en marche. La première, c'est la peur de l'échec. Car les résultats montrent la valeur, ce qui est communément admis dans notre société, même si ce n'est pas tout à fait juste. D'ailleurs, ne dit-on pas de ne pas se fier aux apparences, ou que l'habit ne fait pas le moine? La deuxième chose, c'est la peur du succès, ou plutôt des conséquences négatives liées au succès qui pourraient faire mal à quelqu'un que l'on aime. On pourrait donner des exemples simples. Si je réussis, je suis énormément sollicité. Du coup, je n'aurai plus de temps pour les personnes que j'aime. La troisième peur, c'est la peur de perdre l'autonomie ou d'être contrôlée. La personne préférera faire les choses quand elle les a décidées plutôt que quand on les lui aura demandées. On pourrait presque parler d'esprit de contradiction. La quatrième peur, c'est la peur de la séparation, de l'intimité. Cette peur permet de réguler la distance émotive avec les autres. Donner le sentiment que j'ai besoin d'aide va forcément amener à moi des personnes pour remplir cette fonction. Donc, je ne serai pas abandonnée, ni seule. La cinquième chose, c'est la peur du temps, la différenciation entre le temps subjectif et le temps objectif. Certaines tâches que nous ressentons comme contraignantes nous donnent l'impression que le temps est long. Au contraire, des activités qui nous procurent de la joie, les moments où on se sent bien, et là, le temps passe à une vitesse dingue. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti cette distorsion du temps dans votre perception, non? Si on prend ces peurs, il est facile de comprendre que les valeurs familiales peuvent être à l'origine de la procrastination. Ce n'est pas non plus toujours le cas. Il faudra donc nuancer mes propos et surtout ne prendre que ce qui résonne pour vous. Ce n'est pas une tentative de désimplication de la personne ou de justification, mais plutôt un éclairage différent. En ce qui concerne la peur de l'échec, on retrouve ce fonctionnement dans les familles où seule la réussite compte. Dont la perfection est toujours recherchée, car les limitations sont inacceptables. La procrastination est alors le moyen de faire descendre cette pression familiale en éliminant le risque d'échec. La peur du succès peut être assimilée au doute que certains parents, alors parents au sens large, vont amener en exprimant un manque quant aux capacités de l'enfant ou indirectement par un manque d'intérêt. La procrastination est alors le moyen d'éviter les challenges par manque de confiance. Tout échec, même infime, confirme que les doutes sont vrais. La troisième chose, c'est la peur de perdre l'autonomie. On la retrouve chez les personnes dont les parents prenaient toutes les décisions pour l'enfant, même sous l'égide de bonnes intentions, comme pour éviter à l'enfant de se blesser ou de faire des erreurs. Dans ce contexte, une rébellion directe serait impossible et dangereuse. La procrastination devient alors une manière douce de se rebeller sans trop s'exposer. Maintenant, voyons ce qu'il se passe pour la peur de la séparation.
Dans les familles où les parents ne prennent pas seulement le rôle de support d'encouragement, mais plutôt celui de bouée de sauvetage, les envies d'indépendance ou d'autonomie sont donc condamnées. La procrastination permet alors de rester attaché à la famille. Et pour finir, la peur de la distance va se manifester dans les familles où les membres sont incapables de tisser des liens émotionnels, de l'affection physique ou un intérêt mutuel. Les sentiments étant rarement exprimés, et en apprenant qu'il faut faire face aux problèmes en parfaite solitude, la procrastination est un moyen de garder les autres à bonne distance. Bien sûr, il est difficile d'être parent. Il n'y a pas de mode d'emploi et chacun fait comme il peut. Ces exemples ne sont pas là pour mettre la faute sur qui que ce soit. D'ailleurs, dans une même famille, deux enfants peuvent avoir des ressentis différents par rapport à une même action, une même parole ou une même façon de faire. La procrastination pourra ne pas être un moyen utilisé pour pallier aux peurs. En comprenant les mécanismes, il est souvent plus facile de remettre en cause ses propres fonctionnements. Si nous avons tous un passé, une éducation différente, il y a une chose que nous avons en commun, c'est notre capacité d'agir ou de subir. Nous avons tous le choix d'être acteurs ou victimes de notre façon d'être. En faisant un choix, nous acceptons les conséquences de nos actions ou inactions. Ce n'est ni nos parents, ni notre environnement, ni nos relations qui sont un frein ou un boost à ce que nous mettons en place, pensons ou ressentons. C'est notre compréhension de nous-mêmes, de nos mécanismes et de nos fonctionnements. Dans le cadre de la procrastination, il y a forcément des moments où on n'a pas de souci pour passer à l'action immédiatement. D'ailleurs, j'aimerais vous poser ces quelques questions. Que ressentez-vous quand vous faites des choses où la procrastination n'existe pas ? Quels sont ces domaines? Quelles sont alors les émotions, les pensées qui traversent votre esprit? Et pour finir, comment les transposer dans les domaines où c'est plus compliqué d'agir? Il existe des techniques que l'on peut utiliser pour se rassurer face à ces peurs qui s'expriment au travers de la procrastination. On pourrait citer par exemple le fait de reprendre contact avec son corps, mettre en lumière le discours interne et de manière plus générale le fonctionnement interne quand la procrastination pointe le bout de son nez. Ça permet de dédramatiser les enjeux. Respirer calmement pour ressentir de la sérénité est aussi une des clés. Choisir un objectif comportemental observable par vous et les autres en définissant une action, spécifique et concret d'un but à atteindre, et morcelable ou séquençable pour limiter l'impression de ne pas être capable de réaliser cet objectif. On va prendre un exemple. C'est le bordel chez moi, mon logement est encombré, pas rangé, sale parce que j'ai organisé une fête chez moi. Le comportement observable serait de ranger tout ce bazar. Spécifique et concret, c'est ranger une pièce à la fois, ou une pièce le matin et une autre l'après-midi. Morcelable et séquençable serait d'abord de déblayer et mettre à la poubelle ce qui doit y aller. Ensuite, nettoyer puis ranger. Ne pas hésiter aussi à se récompenser de ces progrès, même s'ils ont l'air tout petits. Planifier un emploi du temps à la journée ou à la semaine réduit les risques de procrastination. Laissez des temps de pause pour faire des choses qui vous donnent envie et voyez ce que vous ressentez quand les tâches que vous deviez faire sont accomplies. Attention à ce que la planification ne devienne pas une autre source de procrastination. Il n'y a pas de planification parfaite. L'important, c'est de se fixer des objectifs réalisables chaque jour. La procrastination n'est pas une tare ni une fatalité. C'est aussi un moment, un choix que vous allez faire ou non. Je choisis de faire et j'accepte les conséquences de repousser les choses. Maintenant, à vous de jouer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.